Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux à l'ouverture de cette rétrospective intégrale consacrée à Richard Quine, univers coloré et jazzy, mais peut-être pas que. On va commencer par quelques applaudissements pour se mettre de bonne humeur. Si vous voulez bien saluer la présence de Costa Gavras, le président de la Cinémathèque française, qui est au montage de son nouveau film. Et puis à côté de moi, saluer la présence de Serge Chauvin, qui est un très vieil ami de la Cinémathèque. Il y a vu énormément de films. Serge est professeur à Paris-Nice-Nanterre de cinéma et de littérature américaine. Et il est aussi traducteur à ses œuvres d'écrivains un peu connus comme Jonathan Coe, par exemple, ou comme Mac McCarthy, dont il a traduit le dernier livre en date aux éditions de l'Olivier. J'ai demandé à Serge de m'accompagner parce que je crois que, comme beaucoup de cinéphiles français, je connais 4 ou 5 titres de Richard Quine, toujours un peu les mêmes, mais j'ai du mal à avoir une vue d'ensemble sur l'œuvre. Donc on va en parler quelques minutes ensemble, histoire de vous le présenter. Serge, c'est un cinéaste qui est de la génération de Blake Edwards, un tout petit peu... Non seulement de sa génération, mais quasiment son siamois, pourrait-on dire. Donc Quine est né en 1901, lui c'est un enfant de la balle, qui, tout enfant et ensuite adolescent, joue à Broadway, chante et danse à Broadway, et aussi dans des films, mais à l'époque à la MGM, mais dans des tout petits rôles, et lui-même sera très critique ensuite sur ses talents dramatiques et scéniques, on va dire, et il veut plutôt passer à l'écriture et à la réalisation. Donc c'est ce qu'il fait après-guerre, en soumettant un scénario à divers studios, et c'est la Columbia qui va lui donner sa chance. Et il exige de co-réaliser ce scénario, et très vite, en fait, après des tâches d'observation, on va lui confier effectivement la réalisation de films très modestes, et c'est là que très vite il repère Blake Edwards, qui lui au départ est acteur, et pendant pas mal d'années à la Columbia, avant et après, et pendant Ma sœur et du tonnerre, ils vont être très souvent, co-scénaristes, mutuellement co-scénaristes de leurs films respectifs. Si la phrase a un sens grammaticalement, je ne suis pas sûr. Mais vous comprenez, chacun coécrit les films de l'autre de temps en temps. Et donc, c'est donc, Blake Edwards va vraiment arriver à la célébrité au tournant des années 60. Quine, après un apprentissage dans des comédies ou comédies musicales de série B très très fauchées, dans ce studio La Columbia, dont on dira pudiquement qu'il est à la fois le moins nanti et le plus économe des grands studios américains, va se voir confier des projets plus ambitieux, d'abord dans le film noir, et ensuite, donc en 54, et notamment Du plomb pour l'inspecteur, ensuite en 55, donc sa grande comédie musicale qui est Ma sœur et du tonnerre. Et l'âge d'or de la carrière de Quine va du milieu des années 50 au milieu des années 60. Avant, effectivement, des convenus personnels, des insuccès personnels, et de toute façon une déliquescence du système de studio qui était quand même celui où il était le mieux à même de s'exprimer. Oui, mais alors c'est ça qui est étonnant chez lui, il touche à beaucoup de genres différents. Donc là on va voir le musical avec Ma sœur et du tonnerre. Tu vas venir présenter Du plomb pour l'inspecteur, donc Pushover, je crois, en anglais. Ça sera le samedi 15 juin à 14h30, et donc séance suivie d'un dialogue avec Serge Chauvin. Il touche comme ça à tous les genres, mais comment expliquer que, contrairement à son ami Blake Edwards, il n'arrive pas à continuer, à persévérer. C'est-à-dire que Blake Edwards, malgré tout, va tourner jusqu'au milieu ou la fin des années 80. Quine, ça s'arrête. Ça s'arrête parce que, selon le fameux et cruel adage hollywoodien, on ne vaut que ce que vaut son dernier film. Et en fait, au milieu des années 60, il présente un film devenu presque impossible à voir, qui s'appelle Synanon, qui est un film très sérieux sur les alcooliques anonymes, qui est un projet qui lui tient à cœur, et c'est un insuccès commercial et critique complet. Et à partir de là, bon, déjà, il va errer de studio en studio, alors que jusqu'à présent, il travaillait toujours pour la Columbia. Et voilà,
voilà, on va lui confier des commandes de plus en plus ingrates, les distribuer de moins en moins, donc dans une sorte de cercle vicieux. Il va réaliser des épisodes de Columbo, mais bon, qui est comment dire, par excellence, disons, un lieu d'anonymat de la mise en scène, on va dire, et ça va se terminer par 10 ans d'inactivité, mais parce que Black Edwards, malgré des échecs commerciaux réguliers, a réussi à les faire alterner avec des films qui marchaient à nouveau. Bon, quand ça marchait pas, il refaisait une Panthère Rose, et puis de temps en temps, il y avait un Elle ou un Victor Victoria qui relançait sa carrière, alors que Quine finira par se suicider à la fin des années 80, après 10 ans d'inactivité complète, quoi. Comment tu le qualifierais? Est-ce que c'est un auteur à la française? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Alors là, il suffit de regarder les bibliothèques. Je ne crois pas qu'il y ait une seule monographie consacrée à Richard Quine, mais il n'y en a pas non plus consacrée à Valerio Zorlini, on en parlait l'autre jour, donc ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Auteur, petit maître, est-ce que tu admettrais qu'il est un style? Je crois qu'il a un style assez secret, effectivement. Bon, mais ça, il n'est pas le seul de ce point de vue-là. Et bon, il y a de très beau développement d'Axel Repère dans le texte de présentation de la brochure là-dessus, sur cette dimension, notamment, donc cette médicineuse, cette dimension chorégraphique, etc. Après, je pense qu'il y a eu un petit culte autour de lui dans la cinéphilie française à la fin des années 50, début des années 60. Il y a eu des grands succès commerciaux aussi au début des années 60, le monde de Suzy Wong, de Ted Foll avec Audrey Hepburn, Comment tuer votre femme, etc., avant la dégringolade. Mais je pense qu'effectivement, il a, comment dire, il peut sembler compliqué d'abord de connaître toute l'œuvre. Le début et la fin sont très difficilement accessibles, et d'autre part de voir les liens secrets qui peuvent unir et les comédies et comédies musicales, donc, et surtout comédies qu'il continue à faire, parce que c'est donc jusqu'au milieu des années 60, et sa courte mais fulgurante incursion dans le film noir, ses films avec Judy Holliday, la grande star féminine comique de la Columbia, et chaque fois il dit mais ce sont aussi des commandes, c'est aussi la conjoncture du studio, ce ne sont pas forcément des films personnels, même si j'essaye d'y apporter une griffe personnelle, et puis une veine plus grave, plus mélodramatique, plus mélancolique, qui est plus critique aussi, qui est celle de ce très grand mélodrame adulte et contemporain qui est Liaison secrète avec Kim Novak et Kirk Douglas. Et de ce point de vue-là, il y a cette espèce d'oscillation entre la dimension, disons, musicale et chorégraphique, mais au sens large, comme conception de la mise en scène, et puis voilà, le goût aussi du mélodrame. Ça le rapproche de Minelli, que Quine admirait infiniment, sauf qu'il n'y avait pas la machine de la Columbia, de la MGM, justement, dont disposait Minelli pour donner toute l'ampleur dont Quine aurait eu besoin. Donc c'est un art finalement assez secret. Et effectivement, il n'y a pas, même en anglais, je ne crois pas qu'il y ait une monographie, il y a très peu d'entretien. Enfin, c'est un cinéaste qui est, même si certains de ses films restent bien connus, qui est un petit peu au purgatoire. Dernière question peut-être, parce que même si elle n'est pas dans ce film-là, c'est Janet Leigh, le film qu'on va voir ce soir. Il a fait 4 films avec Kim Novak. Alors évidemment, en France, Vertigo a un peu éclipsé tout le reste. C'est-à-dire que pour nous, Kim Novak est d'abord un objet de fascination, c'est un des sujets de Vertigo. Mais Quine, justement, l'a traité comme une actrice et lui a demandé des choses difficiles à faire et très différentes, dont ce sublime mélodrame avec Kirk Douglas qui s'appelle Liaison secrète, donc en anglais Strangers When We Met. Qu'est-ce que tu peux dire de cette relation comme ça entre un cinéaste, Richard Quine, et cette comédienne Kim Novak? Je crois que c'est effectivement, bon, Vertigo mis à part, c'est sans doute Quine qui lui a offert ses plus beaux rôles. D'abord, qui l'a fait débuter vraiment, qui lui a fait tourner ses bouts d'essai pour la Columbia, qui lui a fait tourner son premier vrai rôle, donc dans Du plomb pour l'inspecteur, et qui ensuite l'a magnifié dans L'adorable voisine, donc, où il joue cette sorcière qui séduit Jon Stewart, la même année que Vertigo, mais tourné après, voilà, après le tournage de Vertigo, mais avant la sortie de Vertigo, et ensuite, bien sûr, Liaison secrète et dernier film, Inquiétante d'Amant Noir. Et bon, on sait aussi qu'ils ont failli se marier.
Mais il y avait surtout une sorte de prise au sérieux. Alors déjà, dans un studio qui, comment dire, qui était réputé pour pour la rareté de ses stars féminines sous contrat depuis la disgrâce de Rita Hayworth, en fait, Quine impose une star à laquelle le patron du studio ne croit pas, Harry Cohn, le terrible Harry Cohn, mais en plus, il l'impose effectivement comme actrice, avec un jeu aussi très moderne, avec cette voix, alors Cohn dit mais on ne comprend pas ce qu'elle dit, mais en fait il y a ce débit un peu haché, cette voix à la fois feutrée, rappeuse, et puis, une prise au sérieux et du potentiel que recèle son opacité, son apparente inexpressivité, et d'autre part aussi des moments d'élan fulgurants, mais qui peuvent être dans un geste, dans un déplacement, dans une mimique à peine esquissée. Et effectivement, elle l'inspire vraiment, elle inspire sa mise en scène, et comme rarement dans le reste de ses films, et elle propose aussi un jeu tout à fait neuf. Et c'est intéressant au demeurant la relation avec Vertigo, c'est que je pense que Hitchcock ignorait jusqu'à l'existence de Quine. Quine admirait beaucoup Hitchcock. Et c'est très troublant de voir que, par exemple, que dans Du plan pour l'inspecteur, c'est tourné la même année que Fenêtre sur cour, et on a des plans qui sont absolument parallèles, on pourrait dire, et d'autre part, la question du voyeurisme, de l'observation, de la planque, etc. Et de même qu'on a des plans de filature qui annonce déjà Vertigo. Et je pense que dans tous les grands films de Quine par ailleurs, donc dans des motifs qui sont peut-être plus thématiques, et là, tout genre confondu, aussi bien dans la comédie musicale, la comédie sophistiquée, à style un peu, là aussi, très, très, très chorégraphique, qu'il y ait de la musique ou non, je pense qu'il y a vraiment deux motifs qu'il travaille, c'est les rapports entre les hommes et les femmes, vaste sujet dans l'Amérique des années 50, du début des années 60, et qui traite avec une rare maturité. Et d'autre part, et ça on verra aussi dans La femme du tonnerre, le corollaire qui appelle aussi des questions de mise en scène, différentes chaque fois, c'est la question de l'habitat. C'est la question du lieu, c'est la question du lieu partagé ou non, du lieu à soi, du lieu de l'autre. La sœur du tonnerre, sur un mode comique, en décline une version possible, et ça, ça va réapparaître dans tous ces grands films. Et donc ce sont aussi des histoires d'architecture, donc de mise en scène. Merci beaucoup, Serge. Et bonne projection donc, de Ma sœur et du tonnerre. Et vraiment, vous pouvez voir tous les films de Richard Quine. Serge a insisté, Jean-François et le service de la programmation ont beaucoup travaillé pour réunir cette intégrale, parce que ce n'est pas facile. Mais enfin, tu viens de parler d'architecture, donc dans Liaison secrète, Strangers When We Met, Kirk Douglas est architecte, et on dit qu'en plus de ses qualités mélodramatiques et novatrices, c'est un des plus grands films sur Los Angeles, et je crois que c'est vrai. Bonne projection, à bientôt.